Bonjour à tous, cette capsule vidéo permet de mieux comprendre les corrections des TP 5 et 6 que je vous ai envoyées sur Pronote. Vous avez ici les résultats de l'expérience avec Hexao qui permet donc de voir les teneurs en oxygène et en dioxyde de carbone dans notre bain de culture d'Élodée. Vous avez ici donc une diminution de la quantité d'oxygène et une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone lorsque la plante elle est mise à l'obscurité. On constate donc qu'il y a consommation d'oxygène et production de dioxyde de carbone, ce qui est révélateur d'une respiration. Au contraire, à la lumière, on a une augmentation significative de la quantité d'oxygène et une diminution de la quantité de dioxyde de carbone. On va donc en conclure qu'il y a production d'oxygène et consommation de dioxyde de carbone. C'est donc le signe d'une photosynthèse. On a donc permis, grâce à cette expérience, de déterminer que l'hypothèse que nous avions conçue sur avec et sans lumière sont évidemment indispensables pour la photosynthèse, elle est validée. Par contre, on n'a pas validé les expériences avec ou sans glucose ou avec sans sels minéraux. Sur ce document-là, on voit que les chloroplastes sont indispensables à la photosynthèse. Vous avez un petit texte qui récapitule ce qu'est un chloroplaste, donc un organite qui contient un pigment photosynthétique appelé chlorophylle. On remarque d'ailleurs qu'une synthèse d'amidon a lieu à l'intérieur des chloroplastes dans le document E. Vous avez donc sur cette correction, dans le TP5, une description des courbes avec la méthode, donc observation, déduction. Nous avions aussi fait une expérience sur les géraniums. Donc on remarque ici qu'on a utilisé un produit chimique, c'est l'eau iodée. C'est un réactif qui va réagir lorsqu'il est mis en présence d'amidon. Donc l'amidon est repéré dans la feuille de géranium. Il va prendre alors une couleur très foncée, bleu presque noir. La zone qui était cachée, donc la zone avec le petit cache noir, n'a pas produit d'amidon. On n'a donc pas de photosynthèse en absence de lumière, comme on s'y attendait au départ. On a produit aussi d'autres expériences, notamment le témoin. Vous avez une expérience toujours avec le cache noir, vous avez une expérience en 3 où la feuille elle est placée dans une enceinte sans dioxyde de carbone. Et enfin en 4, vous avez l'expérience avec une feuille panachée, c'est-à-dire avec ou sans chlorophylle. On a donc une zone chlorophyllienne et une zone non chlorophyllienne. Vous aviez un tableau à remplir. Vous avez coloré dans la phase résultat ce que l'on a obtenu grâce à l'eau iodée, donc grâce au révélateur qui va permettre de voir s'il y a présence ou non d'amidon. Donc après coloration, on s'aperçoit que dans le témoin, on a donc la feuille qui est totalement colorée, ce qui est le signe bien sûr d'une photosynthèse. Avec le cache noir, donc la feuille est partiellement colorée puisque là où il y avait le cache, il n'y a pas eu de synthèse d'amidon. Dans la feuille panachée, seule la zone verte contient de l'amidon. Et dans la feuille qui n'a pas été mise au contact du dioxyde de carbone, il n'y a pas d'amidon du tout de synthétisé. Donc on vous a demandé de faire une interprétation de ces 4 expériences, ce qui va nous permettre de conclure sur les conditions indispensables à la photosynthèse. Il y a donc nécessité d'avoir de la lumière, nécessité d'avoir de la chlorophylle et d'avoir une consommation de dioxyde de carbone qui va permettre donc la photosynthèse de l'amidon. Dans cette expérience-là, nous avons fait sensiblement la même chose sur une feuille d'élodée, on l'a colorée à l'eau iodée et l'avantage ici c'est qu'on peut observer au microscope pour voir justement où s'effectue cette synthèse d'amidon dans les cellules. Voici les résultats de l'expérience, donc à l'obscurité et à la lumière, donc après une phase de 24 heures d'obscurité ou de lumière.
On constate donc que cette synthèse d'amidon, elle s'effectue au sein même du chloroplaste. On a donc mis en évidence le lieu précis de la photosynthèse. Dans le document 3, on peut observer que cette photosynthèse, elle va permettre d'abord de fabriquer des glucides simples. Au bout de quelques minutes, vont apparaître des glucides complexes. Donc les glucides complexes vont être produits à partir des glucides simples. En fait, l'amidon est un glucide complexe. C'est une association d'éléments glucose, donc un glucide simple, qui va permettre de fabriquer cet amidon. Quelques minutes plus tard, on s'aperçoit qu'on a aussi une production de protides, puis ensuite de lipides. Donc ces macromolécules, protides et lipides, sont des molécules complexes qui nécessitent un petit peu de temps pour la photosynthèse. Dans le document 4, on vous dit que cette production de lipides et de protides, elle a lieu seulement si on donne à la plante certains éléments minéraux tels que le phosphore, l'azote ou le potassium. Sans cet apport, il n'y aura quasiment pas de production de protides et de lipides. Ce sont donc là encore des éléments indispensables pour la photosynthèse. Le schéma bilan était aussi demandé, donc nous l'avions corrigé précédemment. Donc on rappelle que la photosynthèse a lieu dans la feuille, plus précisément dans le chloroplaste des feuilles. On a donc une consommation de dioxyde de carbone avec une production d'oxygène. On a aussi une consommation d'eau qui va permettre donc de fabriquer des molécules organiques comme le glucose, qui vont ensuite s'associer pour former des molécules plus complexes comme l'amidon, les protides ou les lipides. Mais attention, pour produire protides et lipides, il faut aussi faire intervenir des sels minéraux, azote, potassium et phosphore, qui vont être capturés par les racines et qui vont remonter dans les feuilles, grâce à la sève bien sûr. Alors là, dans le TP6, nous avons fait un TP de synthèse qui va nous permettre de comprendre le rôle de chaque élément, de chaque organe du végétal. Donc on est ici dans un schéma bilan à construire sur un plan de pommes de terre. On se souvient, on a vu en TP que dans les cellules des tubercules de pommes de terre, donc la zone qui se mange, on va trouver des cellules spécialisées dans le stockage de l'amidon. Alors le stockage se fait en fait dans des organites, les amyloplastes, qui vont stocker ici donc l'amidon, ici révélé par la présence d'eau iodée, donc le fameux réactif qui se colore avec l'amidon. Mais pour comprendre, le stockage de l'amidon a lieu dans le tubercule et pourtant la synthèse d'amidon a lieu dans les feuilles. Donc on va faire intervenir ici la tige qui va permettre la communication entre les feuilles et le tubercule. On voit dans ces tiges qu'on a des tubes. Ces tubes annelés, spiralés avec la spirale de Lénine comme on le voit sur le document C, vont permettre donc de faire circuler la sève. Alors il y a deux sèves, sève brute et sève élaborée. On a aussi observé au cours de ces TP des stomates. Alors ces stomates, ils vont être indispensables au niveau des feuilles pour permettre les échanges gazeux. Donc au centre des cellules stomatiques, on a un petit trou qu'on appelle ostiole et qui vont permettre donc au gaz d'entrer ou de sortir dans la feuille. En fait, le reste de l'épiderme, les cellules épidermiques, sont totalement étanches. Elles ne vont pas laisser passer ni les gaz ni l'eau. Donc tout se passe au niveau des stomates. Entrée du dioxyde de carbone pour permettre la photosynthèse ou éventuellement sortie du dioxyde de carbone pendant la nuit pour permettre la respiration. Et au contraire, entrée et sortie de l'oxygène, pareil, ça dépend s'il y a un phénomène de respiration ou de photosynthèse. On remarque aussi qu'au niveau de l'ostiole de ces stomates, vous avez une sortie d'eau. Alors l'eau, elle va permettre l'évaporation, elle va donc permettre d'évacuer l'excès d'eau et donc de faire monter la sève jusque vers les feuilles. C'est une sorte de système de pompe.
Sur ces documents, on s'aperçoit qu'on a donc lors de la photosynthèse une production de glucides qui est donc très importante au niveau des feuilles, 50%, 27% au niveau des tiges, donc ça veut dire qu'on a quand même aussi au niveau des tiges éventuellement une synthèse de glucides. Attention, c'est seulement si les tiges sont chlorophylliennes, autrement dit si elles sont vertes. Alors le stockage au niveau des racines, 22%, révèle qu'on n'a donc pas forcément une photosynthèse dans les racines, bien sûr, sauf si les racines sont chlorophylliennes, ce qui est très rare chez les plantes. Par contre, les racines vont permettre de stocker ces glucides qui ont été produits par les feuilles et éventuellement les tiges. Dans les documents 2, on retrouve des schémas, des graphiques qui permettent de voir la photosynthèse au niveau des feuilles. Par contre, même si on place les racines ici à la lumière, il n'y a pas de phénomène de photosynthèse, on a seulement un phénomène respiratoire qui est observé, avec donc une production de dioxyde de carbone et une consommation d'oxygène. Alors, dans le document B, ici on voit qu'on a des chloroplastes qui vont donc être indispensables pour que les feuilles puissent effectuer la photosynthèse. Au contraire, dans les cellules des racines, il n'y a pas de chloroplastes, il y a uniquement des mitochondries dans le cytoplasme, et ces mitochondries, elles vont être responsables du phénomène de la respiration qu'on vient de citer précédemment. Sur le document du dessus, donc le document A, on observe donc une synthèse de divers glucides qui ont lieu donc uniquement bien sûr de jour lorsque la plante, lorsque les feuilles sont éclairées. Si on regarde toujours dans la même feuille, mais cette fois la nuit, on observe qu'au contraire, on a une très forte diminution de la quantité de glucides totaux dans les feuilles. Alors bien sûr, ces glucides ils peuvent être utilisés pour la respiration des feuilles, mais pas uniquement. Ces glucides, ils vont donc être évacués pendant la nuit des feuilles et ils vont rejoindre, bien sûr, vous l'avez deviné, les racines dont on a précédemment parlé. Donc pour rejoindre les racines, on va revenir sur ces vaisseaux conducteurs. Donc deux types de vaisseaux conducteurs, ceux du phloème et ceux du xylème. Donc si on regarde le document D, le petit tableau, on s'aperçoit que le xylème contient quasiment que de l'eau, avec éventuellement aussi des sels minéraux. Et il est dit unidirectionnel, ça veut dire qu'il va dans une seule direction. Le xylème va donc permettre la remontée de la sève brute le long des tiges, donc des racines vers les feuilles. Au contraire, dans le phloème, on va avoir de la sève élaborée, c'est-à-dire qui contient pas mal de glucides créés par la photosynthèse. Il est dit bidirectionnel parce que, évidemment, dans notre pomme de terre, on a de la sève élaborée qui va des feuilles vers les tubercules, donc qui va redescendre le long des tiges. Mais attention, la sève élaborée pourrait aussi se diriger vers des fruits et donc pourrait remonter le long de la tige. On se souvient que les racines sont indispensables pour l'absorption de l'eau et des sels minéraux et que tout cela se fait grâce aux poils absorbants donc de ces cellules spécialisées. On en arrive donc au schéma bilan. Vous avez un schéma bilan qui représente ici ce qui se passe au niveau des feuilles avec la photosynthèse et les échanges qu'on avait vus dans le TP précédent. On a en plus les stomates qui vont permettre donc de faire entrer et sortir les gaz, les échanges gazeux. On a les chloroplastes qui sont donc indispensables dans ces cellules chlorophylliennes pour permettre la photosynthèse. On a la tige avec des vaisseaux spécialisés dans le transport de la sève élaborée et de la sève brute. Donc attention, double système dans la tige avec donc une remontée et une descente au niveau de la sève brute et de la sève élaborée. Et au niveau des racines, on a l'absorption de l'eau et des sels minéraux avec une zone de stockage dans les tubercules qui va permettre d'accumuler l'amidon. On peut rajouter sur ce petit schéma bilan des zones de texte qui va permettre de bien clairement identifier les différentes zones importantes, donc les 4 grandes zones de notre végétal. On en arrive donc à la fin de votre synthèse à une carte mentale sur ce que l'on a vu
durant tout ces TP sur le chapitre du métabolisme. Donc on a identifié 3 types de voies métaboliques. Chez les hétérotrophes, on a la fermentation et la respiration qui sont interconnectées. Ce qui veut dire que lorsqu'une cellule ne peut pas respirer, elle peut mettre en place une autre voie métabolique, la fermentation. Alors, quelles que soient ces voies métaboliques, comme vous le voyez, les enzymes vont être indispensables. Alors, la fermentation, elle va avoir lieu dans le cytoplasme grâce à ces enzymes, notamment lorsqu'il n'y a pas d'oxygène. La respiration va être privilégiée par les cellules hétérotrophes parce qu'elle permet de produire beaucoup plus d'énergie. Donc lorsque la cellule peut le faire, elle préférera toujours la respiration. Mais pour effectuer cette respiration, on va avoir besoin d'organites spécialisés, les mitochondries. Bien sûr, les enzymes sont toujours indispensables pour effectuer cette voie métabolique. Chez les autotrophes, que l'on a étudié en fin de chapitre, la photosynthèse va être privilégiée pour fabriquer les molécules organiques à partir de molécules minérales. Bien sûr, pour la photosynthèse, il va falloir des enzymes et il va falloir des chloroplastes. Si la cellule n'est pas chlorophyllienne, donc ne contient pas de chloroplastes, il n'y a pas de photosynthèse possible. La photosynthèse est toujours interconnectée avec la respiration chez les autotrophes. Parce que, bien sûr, la photosynthèse demande de la lumière, donc s'il n'y a pas de lumière, eh bien, la cellule pourra toujours fabriquer de l'énergie par respiration. Dans ce dernier schéma bilan, vous retrouvez donc notre végétal qu'on a étudié en fin de chapitre. Et vous voyez que ce végétal, lui-même, il est interconnecté avec tout plein d'autres êtres vivants. Donc on parle de réseau alimentaire avec diverses chaînes alimentaires ici présentes donc dans une forêt. Ça nous permet donc, ce dernier schéma, de faire une transition par rapport au chapitre suivant sur la biodiversité. Alors, ce schéma bilan-là permet de retrouver les différentes parties du chapitre sur le métabolisme. On retrouve l'équation bilan de la photosynthèse et de la respiration, avec les organites spécialisés pour la photosynthèse et la respiration, et tout ce qu'on a vu sur le dernier TP, avec les différents transports de matières, notamment de matières organiques et de matières minérales au sein de la plante. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette capsule vidéo vous aidera à mieux réviser ce chapitre avant le contrôle.